Alors, Sébastien Bovet à Québec, Marie Vestel à Ottawa, Michel Séauger à Montréal. Messieurs, dames, bonsoir à vous. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Parlons de cette crise. Ça a commencé à Val-d'Or, on vient de l'entendre. Il y a des témoignages. Là, on était sur la Côte-Nord. Il y en a eu aussi ailleurs. Sébastien, à Québec, quand le premier ministre finalement dit en fin de journée « Je vais rencontrer les chefs autochtones », ça baisse la pression, selon vous? Ça baisse certainement la pression et finalement, Philippe Couillard n'avait probablement pas vraiment le choix d'accepter, pas d'accepter la sommation que lui avait transmise Ghislain Picard, le chef Innu, mais bien l'invitation transmise aujourd'hui par lettre pour une rencontre le 4 novembre prochain. Alors, de nation à nation, on se consulte, on a des échanges et c'est dans cet esprit-là probablement que M. Couillard veut aborder la rencontre pour s'enlever un peu de pression et pour essayer de faire en sorte qu'on désamorce un peu la tension qui existe en ce moment. Michel Séauger, en fait, il n'avait pas, politiquement, il n'y avait pas beaucoup d'avenues, là. Il fallait qu'il dise oui, en fait. Il n'y avait pas le choix. Puis son gouvernement continue encore à fonctionner comme si c'était pas vraiment eux les responsables de cette crise-là. M. Kelly, au sortir de la période des questions, aujourd'hui, on a dit, bien, qui est responsable de ça? Il a dit, dans l'ordre, là, les communautés, j'imagine qu'il voulait dire les communautés autochtones, le gouvernement fédéral, puis, oui, nous autres aussi, on a une responsabilité. C'est d'abord une affaire de discipline policière, cette histoire-là. Je sais qu'il y a plein d'autres aboutissants, puis tenants et aboutissants dans une histoire comme celle-là, mais c'est d'abord et avant tout une affaire de discipline policière. Ça concerne au premier chef le gouvernement du Québec. Il faut arrêter de dire « c'est la faute de la loi sur les Indiens », puis on pourrait peut-être voir si l'entête de Justin Trudeau ne pourrait pas nous aider là-dedans. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, puis là-dedans, celle-là, c'est la responsabilité du gouvernement du Québec. Marie Vestel, à Ottawa, j'imagine on prend des notes actuellement, parce que le grand défi de Justin Trudeau, ça sera d'écrire le mandat de sa commission. Puis ça peut être très, très large. Donc, comment fera-t-il ça, d'après vous? Bien, c'est dur à dire. Je pense que lui-même ne le sait pas encore. Ça fait une chose de plus ajouter à son agenda déjà pas mal chargé. Mais je suis d'accord avec Michel que c'est pas que un problème autochtone et je trouve ça curieux de voir M. Couillard un peu s'en laver les mains en renvoyant la balle à Ottawa, en martelant que c'est de juridiction fédérale, parce que je suis tout à fait d'accord. Dans cette lettre là, qui est sortie, qui avait été écrite à la SQ et aux trois ministres, la dame du comité d'amitié autochtone parlait de plusieurs cas de personnes vulnérables. Oui, Édith Cloutier, merci. De plusieurs personnes vulnérables, dont plusieurs femmes autochtones. Donc, on semble indiquer qu'il y a quand même d'autres victimes dans ces histoires-là. Et peut-être qu'il faudrait une remise en question plus large sur cette relation de la police avec des personnes plus vulnérables qui ne sont semble-t-il pas écoutées, moins respectées, moins entendues quand elles portent plainte. On dirait qu'il y avait des allégations partout à Val-d'Or, mais personne ne les avait vraiment entendues quand on se fie à la police et au gouvernement. Donc, je trouve curieux qu'il y ait aucune remise en question au niveau provincial. Mais sur la réaction de M. Couillard, je pense qu'effectivement, il n'avait pas le choix. Ici, à Ottawa, on se souvient très bien d'un certain mouvement appelé Idle No More. M. Harper les a ignorés pendant des semaines et ils ne sont jamais partis. Les manifestations sont devenues de plus en plus grandes. Les rues à Ottawa, la rue principale devant le Parlement était fermée jusqu'à ce que M. Harper accepte de s'asseoir avec eux et avec le gouverneur général. Parce que là aussi, il y avait un élément de crise déclencheur qui était les situations de logement dans les communautés autochtones. Et donc, je pense que si M. Couillard ne faisait rien, tout ça, ça n'aurait fait que continuer à bouillir. À court terme, Sébastien, il y a cette enquête là, qui, on le répète, c'est la responsabilité maintenant de la police de Montréal. Il y a un observateur. Est-ce qu'il n'est pas nommé, hein? On n'a pas son nom. On ne connaît pas son identité encore. Donc, on doit chercher partout, soit un ex-juge ou quelqu'un de crédible qui pourrait, par sa personnalité, assurer les gens que cette enquête-là va être indépendante. Parce que c'est ça qui est compliqué, là. Se dire comment on fait pour retracer. Puis il y a des vieux cas là-dedans. Comment fait-on pour aller retrouver les témoins, faire en sorte qu'ils n'aient pas peur de parler, etc., là? Oui, et dans la chronologie des choses, c'est quand même un peu particulier. M. Couillard annonce en Chambre qu'il va y avoir un observateur qui sera nommé pour accompagner le SPVM. En général, quand le premier ministre fait ce genre d'annonce-là, c'est qu'il sait déjà c'est qui. Les contacts ont déjà été faits et la personne est pratiquement dans l'antichambre de l'Assemblée nationale, prête à sortir de la Chambre avec le premier ministre et parler aux journalistes éventuellement. Dans ce cas-ci, ça fait presque 48 heures que M. Couillard l'a annoncé.
En fait, ça fait 24 heures. Il l'a annoncé hier en début de journée et on ne sait toujours pas qui ce sera. Est-ce que c'est une idée qui a surgi comme ça le matin au déjeuner et que M. Couillard l'a servi à l'Assemblée nationale pour essayer d'apaiser les tensions? On peut se poser la question dans la mesure où on ne connaît toujours pas l'identité de cette personne. Très bien. Et en tout cas, ce qui est sûr, Marie-Vestelle, à Ottawa, c'est que c'était un engagement très clair de Justin Trudeau, mais là, il ne pourra pas tarder. Là. Il faudra que rapidement, il y a une opération qui se déploie d'Ottawa pendant qu'il y a une opération, en tout cas sur ces cas-là policiers à Val-d'Or. Ça, c'est une évidence qui continue. Là. Oui, sauf que ce comité-là, ou cette commission d'enquête-là qui sera mise sur pied, c'est sûr que ces travaux vont s'échelonner sur un long moment, puis c'est indépendant de ces enquêtes policières. Donc, effectivement, je pense qu'il va falloir qu'il envoie un signal assez rapidement. Il va y avoir des attentes à cet effet-là. Dans la plateforme libérale, on parlait seulement de sans délai. On donnait pas d'échéancier. Donc, il faudra voir à quelle vitesse tout ça se met en branle. Mais c'est sûr que ça va être un processus de longue haleine. Et je pense pas qu'on ait la conclusion de cette commission d'enquête-là rapidement ou de sitôt. Non, puis c'est complexe, il faut quand même le dire. On change de sujet, messieurs, dames. Monsieur Coderre qui a reçu la nouvelle, qui n'est pas étonnante, mais la ministre de l'Environnement, il lui reste quelques jours comme ministre de l'Environnement. Savez-vous, c'est pas moi qui va décider de mettre 6 milliards, 8 milliards d'eau usée dans le fleuve de Montréal. Et Michel, c'est pas étonnant. Là. C'est pas étonnant, mais c'est quand même la mère de tous les cadeaux de départ. Là. Dire, savez-vous, je vais m'en laver les mains. J'ai pas fait ça pour des raisons électorales, savez-vous, mais ça donne qu'il y ait un changement de gouvernement. C'est un peu trop transparent, merci, et ça passe pas très bien la route, mais enfin, et l'ironie suprême, c'est que c'est probablement, ça semble se dessiner comme ça, un ministre montréalais, c'est-à-dire Stéphane Dion, dont la première décision va être soit de déverser de toutes sortes de cochonneries dans le fleuve Saint-Laurent, soit de faire dépenser je sais pas combien de millions à la Ville de Montréal pour ne pas le faire. Alors, c'est pas très agréable, mais vous savez, le gouvernement conservateur qui se blâmait, qui se targuait d'être nous, là, eux, ils font pas des décisions difficiles. Nous autres, on en prend des décisions difficiles. Bon, ben, ça s'est pas allé jusqu'à la fin du mandat, faut croire. Oui. Marie-Vestelle, Michel parle de Stéphane Dion, puis M. Dion aime bien lire les dossiers, être méticuleux, etc. On le connaît. Peut-être qu'il va dire non. Peut-être qu'il va dire non. Il doit commencer à y penser à l'heure où on se parle. Mais en même temps, je pense que la ministre Aglukak, de un, elle n'est pas connue à Ottawa comme étant une ministre qui prend énormément de décisions, qui parle particulièrement beaucoup. Donc, ça ne m'étonne pas beaucoup. Mais en plus, je pense que, comme vous dites, on va avoir un ministre dans une semaine. Ça serait à l'inverse aussi un peu mal vu qu'elle prenne une décision à la place d'un gouvernement qui a été élu. Je veux dire, elle est encore en place théoriquement, mais il y a quand même quelqu'un d'autre un gouvernement qui a été élu à sa place. Donc, dans cette période de flottement, je pense que ça aurait été difficile de décider quoi que ce soit. Monsieur Coderre avait l'air de dire que de toute façon, si on attendait trop longtemps, ça serait reporté d'un an. Donc, peut-être que M. Dion aura amplement le temps de lire tous ces dossiers. Sébastien, là-dessus, le gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement, M. Hurtel, le ministre de l'Environnement, il a hâte que ça se fasse peut-être pour qu'on passe à autre chose, là. Oui, à tourner la page là-dessus, parce que M. Hurtel a été sur le grill quand ce dossier-là était chaud. Il l'est encore parce qu'on se pose des questions aussi sur la façon dont le gouvernement du Québec a géré cette affaire-là. Moi, je pense que si Stéphane Dion dit non, Denis Coderre va passer un coup de fil à Justin Trudeau. Je pense qu'il a une ligne directe, M. Coderre, avec Justin Trudeau. Ils ont l'air de bien s'entendre, les deux. Et puis, je reprends l'idée de Michel. C'est absolument ironique que une des premières décisions du nouveau ministre de l'Environnement, ce sera peut-être de rejeter des eaux usées, alors que M. Trudeau veut donner l'impression que le gouvernement du Canada, que le Canada est de retour parmi les bons écoliers dans la lutte au changement climatique en prévision du sommet de Paris au début de décembre. Il y a une certaine ironie là, dans les premières décisions que le nouveau ministre de l'Environnement va devoir prendre. Mais en même temps, il faut dire, je m'excuse, on parle de changement climatique, mais il faut dire aussi que ça se fait ailleurs, dans d'autres villes, des déversements d'eau usée, et que je ne sais pas trop où on les déverse si on les déverse pas là. Donc, je comprends l'ironie, mais en même temps, il y a moyen d'options devant eux. Le maire a essayé, Marie-Vestelle, de relativiser tout ça depuis des semaines. Il n'a pas beaucoup réussi parce que l'image est restée 8 milliards d'eau très usée qui sortent des égouts. Donc, ça frappe l'imaginaire. Mais voilà. Je veux entendre Michel Auger. On avait ce dossier hier d'une école du Plateau à Montréal qui a fermé sa bibliothèque scolaire. Compression. La technicienne de la bibliothèque est partie, compression, donc au mois de juin dernier. Et ce sont des bénévoles de l'Église du Plateau, une église chrétienne ici, plutôt moderne,
qui se sont engagés à faire revivre cette bibliothèque. Ça pose des questions quand même, Michel, non? Ça pose des grosses questions. C'est une école que je connais bien. Moi, mes 2 fils ont étudié là. Et l'ironie, c'est qu'à l'époque, c'est plus comme ça maintenant de toute évidence, le projet particulier de l'école, c'était la lecture. On valorisait la lecture et il y avait toutes sortes de programmes pour encourager les jeunes à lire. Alors, c'est une des raisons pour laquelle un de mes fils voulait aller là. Et imaginez, là, la première chose qu'on a faite, c'est de fermer la bibliothèque. Mais cela dit, ce qui marche pas dans cette histoire-là, c'est que lorsqu'on demande à des bénévoles de faire quelque chose, il faut une diversité de bénévoles. Si on a plusieurs groupes religieux qui viennent, ça va. S'il y en a 80 d'un groupe religieux qui débarquent dans l'école, c'est peut-être pas... En tout cas, on peut présumer qu'il y a peut-être 70. Pas... Ce 70. Alors, on peut peut-être présumer que c'est pas tant du bénévolat que du prosélytisme. Enfin, c'est une question qu'on peut poser légitimement. Alors, voilà. C'est ça qui est un peu fatigant là-dedans. Là. Michel Sauger, Marie Vastel, Sébastien, merci à vous 3. C'est toujours un plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.